Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir au Conseil économique, social, environnemental. Cette convention citoyenne est une première. Elle s'inscrit, comme vous le savez, dans une nouvelle forme de participation citoyenne à la décision publique. Dans son discours du 25 avril, en clôture du grand débat, le président de la République a annoncé la tenue de cette convention. Le Premier ministre a confié au CESE l'organisation d'une convention citoyenne, la vôtre. Elle est la première, et j'espère surtout qu'elle sera la première d'une longue série. Et que demain, le CESE, qui va devenir le Conseil de la participation citoyenne, aura cette mission essentielle de créer les conditions de l'expression de la parole citoyenne, de votre parole, et surtout de donner à celle-ci une issue institutionnelle. Avec la Convention citoyenne, vous êtes les premiers à participer à une expérience démocratique inédite, une nouvelle méthode d'élaboration des politiques publiques, c'est-à-dire des règles, que ce soit des lois, des règlements ou un référendum, une méthode qui vous donne le premier mot. La question n'est plus « qu'en pensez-vous ?», la question est « que proposez-vous ?» C'est la lettre de mission du Premier ministre. Elle expliquait que la mission de la Convention, ce serait de faire des propositions structurantes au gouvernement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de notre pays d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport à ce que ces émissions étaient en 1990. Au moins 40%, c'est-à-dire plus. Et on sait bien qu'il faudra faire plus. La deuxième question qui vous était adressée dans la lettre du Premier ministre, c'était de donner à vos propositions, car vous allez porter des propositions, de leur donner la forme de mesures législatives qui puissent ensuite être transmises sans filtre, avait dit le président de la République quelques jours plus tôt, soit au peuple français pour référendum, soit au Parlement pour débat parlementaire et adoption. On traite souvent, toujours presque, les sujets d'environnement de façon complètement séparée du domaine de la justice. Et on voit bien que c'est plus possible et qu'il faut pouvoir tout mettre ensemble pour pouvoir aller vers une transformation profonde de notre modèle économique, comme le disaient beaucoup de nos concitoyens dans un sondage récent. Ça ne sera pas une consultation parmi d'autres, c'est une délibération pour produire des avis, des recommandations précises que vous allez vous endosser. Et ce sera votre responsabilité. Et ce transfert de pouvoir, eh ben, je trouve que ça, c'est formidable parce que c'est ça qui est très inédit. Alors moi, j'ai accepté de plonger dans cette piscine parce que, franchement, on ne sait pas ce qui va sortir. Hein. On verra bien. Mais parce que ça fait 30 ans que je me bats pour l'environnement. Ça fait longtemps, mais il faut continuer. Et je trouve que, comme j'ai été dans différents rôles, j'ai fait de la recherche, je suis professeure à l'université aujourd'hui, j'ai été ambassadrice et j'ai négocié l'accord de Paris, la COP21 pour le climat, en 2015. Et aujourd'hui, je suis passée du côté des ONG avec une fondation européenne pour le climat qui se bat pour que le changement climatique soit au premier rang des politiques publiques. Et donc pour moi, c'est une manière de... Comment pourrais-je dire ça? De casser les séparations entre les groupes, entre les personnes. Parce que c'est très bien que les environnementalistes se parlent entre eux, mais ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Il faut qu'on se parle ensemble. Et pour moi, c'est ça qui a fait mon choix, qui fait que j'ai confiance dans ce processus, que j'y crois, parce que, encore une fois, on ne peut pas rester chacun dans sa bulle avec ses idées, il faut les changer, il faut changer ses perspectives, et c'est la meilleure manière d'y arriver. Cette convention citoyenne est l'occasion de faire avancer en même temps les deux principaux sujets, les deux principaux enjeux des années et peut-être même des décennies qui viennent. L'obligation de renouveler la vie démocratique, Laurence vient d'en parler, on ressent tous à des degrés un peu différents le sentiment que le gouvernement vertical des sociétés, que le gouvernement par la technocratie ne suffit pas, ne suffit plus et n'honore pas complètement la promesse démocratique qui a été lancée il y a maintenant plus de 200 ans. L'autre motivation, c'est bien sûr le défi de la transition climatique. Le péril climatique, il est là, il n'est pas pour dans quelques années, il est là, il est présent, vous le ressentez l'été, vous le rencontrez avec la sécheresse, vous le voyez avec la fonte des glaciers, vous le voyez parce que des espèces de moustiques qui n'existaient pas dans vos départements s'y sont installés, parce que ces 1000 signes vous racontent que le monde est en train de changer à grande vitesse et qu'on ne peut plus attendre. Donc cette convention, c'est une chance qui nous est donnée
grâce à vous, de faire avancer ces deux grands sujets en même temps. Et c'est personnellement ce qui m'a motivé, parce que je suis convaincu que la démocratie et le climat se sauveront ensemble, ou au contraire dépériront ensemble, ce que je ne veux pas envisager. Ce comité, il était là pour pouvoir mettre les choses en place, logistiquement, ou bien aussi matériellement, et aussi les conditions un peu de travail. Donc nos fonctions, c'est assez simple. Bon, il faut qu'on écoute, parce que vous pouvez avoir des choses à demander, à dire, à faire pour vous aider à travailler. Bon, vous aider bien sûr pour faciliter le travail. Des propositions si on est coincé ou si il faut en avoir, des experts que vous voudriez rencontrer, des thèmes que vous voudriez aborder, des controverses, de la documentation, enfin tout ce qu'il vous faut pour pouvoir travailler. Et puis de la vigilance pour vous permettre de travailler dans de bonnes conditions, d'être sûr que vous êtes indépendant dans le processus de réflexion que vous allez conduire. Et surtout, à la fin, d'être nous là pour dire ce travail immense que vous allez faire pendant tous ces week-ends, eh bien, il faut que lorsque vous remettrez vos propositions au gouvernement, vos recommandations, il faut que le gouvernement y réponde sérieusement. Et donc nous, on sera là pour dire, bon, tout le monde a travaillé, ces citoyens ont travaillé, ils ont donné beaucoup de leur temps, beaucoup de leur intelligence, il faut être à la hauteur de ce qu'ils proposent. Vous allez délibérer, écouter des experts, nous dire, cet expert-là, on n'en veut pas, on en veut un autre, on vous écoutera, c'est vous qui décidez. Et au terme de ce travail de délibération d'information, vous allez produire des propositions. Si vous arrivez à cet objectif, et je ne doute pas que vous y arriverez, si l'exécutif tient les engagements qu'il a pris, et ne doutez pas que nous serons à vos côtés pour les faire respecter, comme vient de le dire Laurence, à ces deux conditions donc, vous aurez écrit une très belle page d'histoire sur des enjeux qui sont des enjeux absolument cruciaux. Souvent, la société, collectivement, on pense qu'elle ne peut pas avancer, et qu'en réalité, elle est bien en avance, qu'il y a tellement d'innovation chez chacun, et que c'est cela, je trouve aussi, que cette convention va permettre de révéler. Alors, moi, je suis un ancien président de syndicat étudiant, et bon, qui n'a pas vu aujourd'hui les jeunes qui sont dans la rue pour manifester leur inquiétude face à l'incohérence entre l'enjeu climatique et les politiques climatiques. Et c'est tellement important de délibérer de manière collective que ça ne peut pas se faire comme ça dans un coin. Il faut que ça se fasse à ciel ouvert et il faut que ça se fasse de manière institutionnelle. Et donc, ça me paraissait vraiment important que ça se fasse de cette manière. Mais vous êtes autonome dans le cadre de ce mandat. Et finalement, tout ce qu'on a organisé, le comité de gouvernance a préparé, mais vous êtes libre de bousculer ces choix. J'ai envie de dire, bousculez-nous un peu. Alors, les fact-checkers, vous avez sans doute, pour beaucoup des téléphones portables, vous savez, des fois, on voit une alerte info passer, puis on se dit, ah, faut que je le lise, puis en fait, on ne le lit pas. Et dans vos débats, à un moment, vous pouvez dire, j'ai vu passer un article quand même, j'aimerais bien le lire parce que ça peut m'être utile. Ou, cette loi, elle date de quand? Est-ce qu'elle a été appliquée? Comment? Donc, ce sont des personnes qui ont pour travail de pouvoir vous répondre de la manière la plus rapide possible et pouvoir vous aider, parce qu'effectivement, vous serez en débat, vous n'aurez pas le temps de passer un quart d'heure à rechercher l'article que vous avez vu passer par alerte info sur votre téléphone il y a 15 jours. Et donc ça va être leur travail de vous aider et de vous faciliter la vie là-dessus pour que vous ayez vraiment tous les éléments dont vous estimez avoir besoin. Le comité légistique, c'est quoi? En fait, ce sont des juristes, des praticiens du droit, et qui vont avoir à vous accompagner pour traduire vos propositions en règles juridiques, mais attention, toujours avec la possibilité pour vous de vérifier que vos propositions sont bien traduites. J'ai passé toute ma carrière au Sénat, pendant près de 40 ans, dans différents services, comme administrateur des services du Sénat. Et surtout, la moitié de mon parcours à la séance, à la direction de la séance, où j'assistais les présidents de séance pendant la tenue des débats. Et donc cette compétence-là qui a dû être reconnue, puisque c'était des débats parlementaires, vous n'êtes pas des parlementaires, mais c'est un exercice assez similaire, même s'il va rester très, très indépendant. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai été retenue pour cette mission. Donc, je m'appelle Cyril Dion, je suis réalisateur, écrivain. J'ai dirigé une ONG écologiste qui s'appelait Colibri, enfin qui s'appelle toujours Colibri. Un peu plus tôt, j'ai organisé des congrès israélo-palestiniens. À une époque, j'ai organisé le premier congrès mondial des imams et des rabbins pour la paix, avec l'idée d'essayer de faire la paix entre les juifs et les musulmans pour que ça aide à faire la paix au Moyen-Orient. Donc j'aime bien les causes perdues, quoi. Le climat ou la guerre au Moyen-Orient.
Ça fait des années que moi je milite pour ce type d'exercice, c'est-à-dire de la vraie démocratie pour moi. Il me semble, et tout le monde ne partagera peut-être pas ce point de vue-là, mais que notre démocratie est extrêmement malade et qu'on se retrouve dans un contexte de défiance énorme entre les personnes qui votent et les personnes qui sont élues, et qu'on a très souvent le sentiment que les aspirations réelles de la population ne sont pas entendues, pas suffisamment entendues par les élus, pas suffisamment représentées, et qu'il y a un gouffre, qu'il y a un décalage énorme entre ce que la population voudrait et ce que les élus font. Et que ce type d'exercice-là, c'est-à-dire tirer des personnes au sort, donc qui n'ont aucun intérêt particulier à faire ce qu'elles vont faire, il n'y a pas de lobby pour essayer de les pressuriser, elles n'essayent pas de se faire réélire ou élire, elles sont juste tirées au sort, elles viennent se mettre au service de l'intérêt général pendant quelques semaines, quelques mois, leur permettre de délibérer, donc d'auditionner des experts, de se faire une idée sur la question, d'avancer, de confronter leur point de vue avec des personnes qui viennent de tous les horizons différents, de faire des recommandations et que ces recommandations puissent aller sans filtre. Sans filtre, ça veut dire sans que le gouvernement retravaille le truc à sa sauce, en disant « oui, super ce que vous avez dit, bon, on a reformulé ». Non, là l'idée c'est qu'il n'y ait pas de reformulation. C'est que ce que vous avez recommandé, ça puisse aller directement au Parlement, au référendum ou à application réglementaire. Je faisais partie du comité du groupe des Gilets citoyens qui a fait cette proposition-là au mois de janvier dernier. Donc le fait que vous soyez là aujourd'hui, pour moi, c'est... honnêtement, pendant des mois, je pensais qu'on n'y arriverait pas, enfin qu'ils seraient jamais assez fous pour faire ça, pour abdiquer un peu de leur pouvoir et vous le donner à vous. Et on y est. Donc je trouve que c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. On est sur une trajectoire aujourd'hui qui nous amène à la fin du siècle à entre plus 5 et plus 7 degrés. Il y a un chercheur allemand, le directeur de l'Institut de recherche climatique de Potsdam, qui il y a quelques années avait fait une modélisation et il pense qu'à plus 5 degrés, on pourrait être seulement 1 milliard sur cette planète. Juste pour la France, en gros, aujourd'hui, un Français, avec ce qu'il émet directement et ce qu'il émet indirectement, c'est-à-dire les choses qu'on achète et qui provoquent des émissions à l'autre bout du monde, chaque Français émet 11 tonnes de carbone. Il faudrait être à 2 ou 3. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Honnêtement, personne ne le sait. Parce que ça demande des mesures qui sont tellement transformatrices, tellement radicales pour modifier notre société, que la plupart des responsables politiques n'ont pas le courage de les prendre, et que les intérêts particuliers qui cohabitent dans la société s'entrechoquent. On peut prendre des mesures qui peuvent correspondre à qui peuvent aller bien pour une catégorie de la population et pas du tout pour une autre. Donc l'idée de cet exercice, où vous êtes le plus représentatif possible de plein de réalités de la population française, c'est d'essayer de trouver des solutions qui aillent suffisamment loin, mais qui soient aussi acceptables pour tout le monde. Et si on arrive à faire ce truc-là, non seulement ça sera un exercice démocratique absolument inédit, qui serait susceptible de donner des idées à plein d'autres pays dans le monde, mais en plus de ça, on aura fait la démonstration que les solutions peuvent venir de la population, de la délibération, de la démocratie, et qu'on n'est pas obligé d'attendre les catastrophes et éventuellement des déstabilisations politiques qui pourraient faire émerger des régimes autoritaires pour agir. Qu'on peut se mettre d'accord, qu'on est suffisamment mûr, intelligent et capable de coopérer pour ça. Donc je vous remercie infiniment d'être là et pour tout ce que vous allez faire. Donc, je suis Anne Fragot. Actuellement, je suis la directrice à l'Assemblée nationale du service de la culture et des questions sociales. Je me suis occupée plus particulièrement du groupe de travail qui travaillait sur la démocratie numérique et les nouvelles formes de participation citoyenne, afin de savoir comment on pourrait envisager, dans le cadre d'une démocratie plus continue, à quel moment les citoyens pouvaient être associés et sous quelle forme et à travers quel type d'outils. C'est qu'il y a plus d'un tiers des personnes, dans les personnes qui ont été tirées au sort, qui ont dit dès l'appel qu'ils étaient intéressés. C'est énorme. Nous avons eu l'occasion de vivre d'autres tirages au sort pour des démarches de délibération démocratique. Là, c'est un taux absolument fabuleux. Donc on voit que ce sujet tient à cœur des Français et vous tient à cœur à vous. Parmi vous, qui a déjà participé à une réunion citoyenne sur un sujet politique? Une réunion au conseil de quartier, une réunion publique
Donc, un tout petit quart d'entre vous. Pour nous, c'est aussi important. C'est aussi à ça que ça sert le tirage au sort. C'est à permettre de toucher des citoyens qui n'auraient pas forcément spontanément eu connaissance d'une démarche participative sur un sujet, n'auraient pas osé pousser la porte. Donc, on est ravis de savoir que parmi vous, il y a des gens pour qui c'est la première expérience de ce type. Et puis, bien sûr, bienvenue aux autres, évidemment, aussi. Il y a quelques rendez-vous dans l'histoire des démocraties qu'on est heureux de ne pas manquer. C'est en général les rendez-vous d'un peuple avec une grande cause. Il vous appartient, enfin il vous revient même, d'être indépendant du gouvernement. Ça, je ne suis pas inquiet. Des lobbies, et ça c'est une responsabilité qui vous incombe. Le terme lobby, c'est souvent le groupe de pression auquel on n'appartient pas. Mais vous verrez qu'on est souvent le représentant du lobby d'un autre. C'est très étonnant. Vous verrez. Des groupes de pression qui existent, et dont je ne dis pas qu'ils ne doivent pas exister, mais dont je dis qu'il vous appartiendra de savoir vous en extraire ou faire la part des choses. Et peut-être même faudra-t-il que vous arriviez à être indépendant de vos propres présupposés, car nous en avons tous. Et parfois, si nous ne les interrogeons pas, ils ont tendance à nous gouverner bien plus que nous avons tendance à les choisir. Si cette convention fonctionne bien, et pourquoi fonctionnerait-elle mal? Il y en aura d'autres, sur d'autres thématiques. Nous souhaitons, avec le Président de la République, faire du projet auquel vous participez une des modalités permanentes de la vie démocratique. C'est l'un des objectifs majeurs de cette révision des institutions, de cette réforme constitutionnelle que le Président de la République a souhaité engager. Et je crois pouvoir dire que nous sommes déterminés, lui, moi, l'ensemble du gouvernement, à ce que la transformation que nous avons évoquée, Monsieur le Président, s'agissant du CESE, puisse se faire au service de la participation citoyenne. Il y en aura donc d'autres, mais celle-ci porte, et c'est la première, et ça n'est pas un hasard, sur le climat. S'agissant de l'écologie, il s'agit d'éviter ce que parfois on a appelé l'écologie punitive, ou l'écologie brutale, que parfois certains semblent appeler de leur vœu. Nous ne réussirons pas la transition écologique en nous opposant entre nous, qui que nous soyons. Je ne crois pas que nous réussirons la transition écologique en opposant les agriculteurs à ceux qui savent et qui sont pénétrés de l'importance de la transition écologique, que nous la réussirons en opposant les jeunes à la génération du baby-boom, les entreprises aux individus, les villes aux campagnes. Je crois que nous relèverons ce défi en nous appuyant sur des initiatives parfois locales qui ouvrent un chemin possible, réaliste, désirable, convaincant. Je ne crois pas non plus, mais peut-être en débattrez-vous, je ne crois pas non plus que les discours d'apocalypse soient d'une très grande utilité. Ils peuvent avoir une forme d'utilité, mais ils accusent, ils angoissent et peut-être même parfois, ils tétanisent. Si on vous dit que tout est perdu, pourquoi agir? J'avais, lors d'un déplacement à Roubaix, rencontré une famille, la famille Delporte, qui avait fait le choix, une famille modeste, qui avait fait le choix de vivre l'expérience zéro déchet, ou quasiment zéro déchet. Et je ne dis pas que tout le monde doit vivre comme la famille Delporte. Je dis juste, parce que je crois que c'est intéressant, qu'en faisant ce choix, cette famille n'avait pas fait un choix quantitatif, mais qu'elle avait fait le choix d'un mode de vie, qu'elle avait fait le choix d'éviter de façon systématique le plastique à usage unique et le suremballage, qu'elle avait fait le choix de donner plutôt que de jeter, de réparer plutôt que de gâcher, de faire du covoiturage. Ce que je veux dire, c'est que chacun peut essayer de changer son mode de vie avec bon sens, avec détermination, avec organisation. Et à l'époque, j'avais utilisé le terme, mais peut-être est-il mal choisi, il n'est pas de moi, je le reprends du maire de Roubaix, d'écologie souriante, parce que
les concitoyens que j'ai rencontrés et qui avaient fait le choix de ce mode de vie en étaient heureux, en étaient fiers et avaient le sourire. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, et j'ai dévoilé la liste de 24 territoires d'innovation, c'est-à-dire, au fond, des territoires, souvent des agglomérations, parfois des regroupements de communautés de communes, dans lesquels il y a un tissu innovant, exceptionnel, et que nous avons identifié, et que nous aidons pour qu'il continue à innover et à trouver des solutions concrètes. Et dans la Drôme, à Romans-sur-Isère, c'était l'exemple de la Biovallée, un territoire très rural, dans lequel on essaie d'inventer des solutions agricoles, industrielles, parfaitement compatibles avec la préservation des milieux et de la planète, avec des écosystèmes d'entreprises qui partagent cette nécessité d'innover et qui trouvent des solutions. Et ça existe. Et parfois, on ne le sait pas suffisamment. Et ça veut dire qu'on est capable d'avancer en la matière. Là-bas, comme ailleurs, comme dans les plus grands instituts de recherche, on est capable d'avancer. Votre Convention citoyenne pour le climat, elle a vocation à inventer une écologie populaire dans tout ce que ce terme a de glorieux. Pourquoi avez-vous supprimé le train qui faisait Perpignan-Rungis et avoir mis plus de 100 camions sur les routes au lieu que, voilà, on parle du train, pareil, il n'y a plus de train autocouchette. Le dernier, je crois, train autocouchette, c'est terminé il n'y a pas très longtemps. Voilà. Si nos mesures concernent des grands groupes industriels, parce que j'ai le sentiment, c'est mon sentiment, que les particuliers sont un peu culpabilisés en fait dans l'écologie, qu'en sera-t-il ? Je sais que les mesures et la législation française concernant les groupes industriels est une des plus contraignantes d'Europe, pour connaître personnellement également le sujet. Pouvons-nous être certains que si nos mesures concernent des grands groupes industriels qui peuvent toucher également aux capitaux et de l'État et au trésor public, qu'elles seront appliquées? Voilà. Alors, nous ne voulons pas que ce train s'arrête. Et donc, comme il s'est arrêté, nous voulons qu'il reparte. En fait, c'est un peu la conséquence de décennies où on ne s'est plus beaucoup occupé du réseau ferroviaire en dehors des lignes à grande vitesse et on ne s'est plus beaucoup occupé de moderniser le matériel, les trains, les wagons qui peuvent transporter des marchandises. Donc moi, j'ai appris au mois de mai que le train allait s'arrêter. J'ai d'abord dit que je voulais qu'il continue à circuler et entre-temps, on a pu constater que les clients de ce train, ceux qui mettent des marchandises, avaient pris d'autres dispositions. Et puis par ailleurs, on était au creux de saison. Donc on travaille avec les transporteurs ferroviaires, la SNCF, voire d'autres, s'ils sont plus volontaires. On travaille avec les entreprises qui peuvent proposer des marchandises à transporter par ce train pour que ce train redémarre dès la saison haute, c'est-à-dire au mois de novembre. Et je pense que ça montre aussi que c'est vrai que l'économie a changé et que par le passé, c'était assez naturel de transporter des marchandises par le train, que ça l'est moins aujourd'hui, qu'il y a des solutions en camion et qu'on a sans doute à réfléchir à la façon dont on rend plus attractif le transport ferroviaire pour qu'il y ait moins de camions sur nos routes. Mais en tout cas, on y travaille. Vous ne vous êtes pas transformé en député et en sénateur, d'ailleurs peut-être que vous n'avez pas envie. Et c'est eux qui doivent faire la loi, parce qu'on est dans une démocratie. Et il ne s'agit pas de les remplacer. Ce ne serait pas sain, d'ailleurs personne ici, je crois, n'a cette volonté. Ce que nous sommes engagés à faire, c'est de transmettre votre proposition au pouvoir législatif. Et c'est le cas échéant, s'il y a des propositions qui nous semblent devoir relever peut-être d'un débat national, le cas échéant, de les soumettre au référendum. Le président de la République, dans son allocution, s'est engagé, et il a prononcé ces mots, a dit « Je m'y engage, vos propositions seront soumises sans filtre au Parlement, à application réglementaire ou au référendum ». Je ne vous ai pas entendu prononcer le mot « sans filtre ». Je vous ai entendu dire « le cas échéant, si c'est un débat national, on soumettra au référendum ». En l'occurrence, la question climatique me paraît être une question d'envergure nationale dans son ensemble. Donc, qu'est-ce qui déterminera le fait que ça ira au référendum ou pas ? Une des propositions qui a été faite par le comité de pilotage, c'est que la Convention citoyenne elle-même puisse vous suggérer
que tel ou tel sujet puisse aller au référendum? Et est-ce que vous confirmez bien la parole du président de la République, c'est-à-dire que ces recommandations seront soumises sans filtre, dans la mesure où un travail est déjà prévu pour rendre la forme de ces propositions réglementaires ou législatives? Une fois, le sujet, c'est que moi, je ne veux bien pas faire de filtre sur un référendum, mais de toute façon, il y en a un. Ça s'appelle le Conseil constitutionnel et c'est le contrôle de la constitutionnalité de la question qui est posée. J'y peux rien, c'est l'article 11 qui est prévu comme ça, c'est pas moi qui ai inventé la Constitution française. Et donc, de toute façon, le Conseil constitutionnel vérifie qu'on a bien le droit de poser cette question. Vous le savez. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a un filtre et qu'il y a des sachants qui vont arriver derrière pour refaire le travail ou défaire le travail. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on pourra prendre vos propositions et les soumettre à l'examen, soit du Parlement, soit du peuple français par la voie référendaire, soit le cas échéant à l'appréciation des ministres pour qu'ils puissent mettre en œuvre des mesures réglementaires de cette nature. Donc si elles sont adaptées dans la forme, elles pourront être soumises directement. Oui. Alors. Je ne peux pas vous garantir qu'on mettra 40 questions à référendum. Voilà. Mais... C'est plus dans les objectifs. 40%, c'est un objectif qui, selon certains scientifiques, mais on aura l'occasion de développer là-dessus, qui est peut-être un peu bas. Et j'espère que ce qu'on pourra obtenir, c'est beaucoup plus, en fait, de l'ordre de 65. Donc on a eu une idée dont on n'a pas parlé, c'est la circulation des idées aussi. C'est-à-dire qu'on aimerait que la Convention redescende sur la population et que ça ne reste pas juste entre nous, qu'on en parle, nous 150 et terminé. Il faudrait que ça descende et que ça remonte et que ça circule, que la parole circule. En fait, vous corrélez la question du climat à celle du social. Moi, je viens du milieu associatif et je vois qu'il y a plein de belles initiatives au niveau local qui ne sont pas forcément portées par le gouvernement, que les associations se trouvent souvent seules pour les porter. Et du coup, ce qui m'étonne, c'est que nous, on vient de tous bords, de toute origine, de toute orientation politique, on va dire. Enfin, c'est un melting pot. Et on y arrive, ce dialogue, on arrive à faire des initiatives, à les mettre en place. Pourquoi est-ce qu'au niveau mondial, on n'y arrive pas ? Donc le climat, il a varié à des échelles de temps différentes en réponse à des facteurs naturels. Donc les gros changements récents, c'était les glaciations. C'était de l'ordre de 5 degrés en moins, une période glaciaire. Et ces variations entre climat doux et climat glaciaire, ça s'est fait au rythme d'environ 1 degré tous les 1000 ans. Là, on a déjà pris 1 degré depuis la fin du 19e siècle. On sort complètement de la gamme des variations des derniers 2000 ans sur le réchauffement actuel. C'est quelque chose de nouveau et c'est rapide par rapport aux grands changements passés. Et c'est surtout global. Si vous regardez bien, vous voyez les petits points rouges. Là, c'est un pays, une ligne de couleur pour chaque continent. Bleu un peu plus frais, rouge plus chaud. Et donc vous voyez qu'en fait, dans chaque pays, à la surface de chaque pays, la température elle a augmenté. En France, on en est à 1,4 degré, c'est plus que la moyenne planétaire. Parce qu'en fait, ça se réchauffe plus sur les continents que dans les océans. Donc sur tous les continents, c'est plus important. Donc c'est pour ça qu'on parle de réchauffement global. Dans le passé, il y a eu des petites variations, essentiellement dues pour les derniers siècles à la fréquence des grosses éruptions volcaniques, parce que quand elles mettent des poussières dans l'atmosphère, ça fait un effet parasol, ça renvoie un peu la chaleur l'énergie du soleil, et puis ces poussières, elles restent pas longtemps en fait. Donc c'est quand elles sont fréquentes qu'on a des conditions plus fraîches et moins fréquentes des conditions normales. Donc là, c'est pour vous montrer la rupture, à quel point c'est inédit ce qu'on est en train de faire. Donc on est sur 2000 ans, c'est les données dans les carottes de glace qui nous permettent de connaître bien en fait, la teneur des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et vous voyez à partir de 1750 la révolution industrielle, l'utilisation du charbon, du pétrole, du gaz, la déforestation, cette augmentation très forte. On est à 40% de plus en fait, que le niveau pré-industriel dans l'atmosphère pour ce gaz, le dioxyde de carbone. Pour le méthane, c'est des fuites de gaz, c'est l'élevage intensif de ruminants, c'est la fermentation dans les rizières, la fermentation dans les décharges. Donc c'est d'autres facettes de notre développement qui font augmenter très fort la teneur en méthane, qui est aussi un gaz à effet de serre puissant, où on est à 2,5 fois le niveau naturel, si vous voulez. Et le troisième que je montre, c'est l'oxyde nitreux, c'est dû à l'utilisation d'engrais dans l'agriculture. Donc nourrir l'humanité, ça s'est fait au prix en fait de rejet de gaz à effet de serre aussi. C'est pas simplement les énergies fossiles, c'est aussi certaines pratiques agricoles qui contribuent à rejeter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Donc nous, en fait, on rajoute des quantités colossales, en particulier de dioxyde de carbone. Colossal, c'est 40 milliards de tonnes qu'on met dans l'atmosphère chaque année. Il y en a une partie qui reste dans l'atmosphère et le niveau monte, comme dans une baignoire, vous voyez. Et il y en a une partie qui est reprise par la végétation et les sols, qui poussent plus vite, quand il y a assez d'eau, quand il n'y a pas d'incendie, quand il y a assez de nutriments. Et il y en a une partie qui rentre dans les océans. Et cette partie qui rentre dans les océans, elle change la chimie de l'eau de mer. Les océans s'acidifient, ce qui, à terme, va poser des problèmes majeurs pour des petits organismes marins qui ont besoin de fabriquer leur squelette, leurs coquilles, avec l'eau de mer. Et c'est plus difficile quand l'eau de mer est plus acide. Voilà. Donc, plus on continue à mettre du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, plus le niveau va monter, plus le climat va changer. Si on veut que le climat ne change plus, en fait, nous, il faut que ce qu'on met dans l'atmosphère année après année, dans le monde entier, ça diminue, ça diminue, ça diminue, jusqu'à être zéro. C'est-à-dire que nous, humains, on ne mette pas plus que ce que nous, humains, on enlève. Et ce qui sera dans l'atmosphère va y rester longtemps. C'est de l'ordre de... en gros, une fraction de l'ordre de 15 à 40% de ce qu'on met aujourd'hui dans l'atmosphère, ça y sera encore dans 1000 ans. Parce que les processus qui vont l'enlever, c'est des processus très lents, en fait, d'érosion, de roches, de sédimentation, c'est très très lent. Donc c'est quelque chose qu'on se refile, en fait, de génération en génération, cette question-là. Et donc on rajoute de l'effet de serre, on rajoute du dioxyde de carbone, on rajoute du méthane et d'autres gaz. Ça piège de la chaleur, ça empêche en fait la chaleur de la Terre de partir vers l'espace. C'est compliqué à expliquer simplement. Moi, ce que je dis aux enfants pour leur faire ressentir, c'est la chose suivante. Imaginez que vous êtes une petite planète. Votre corps, il est chaud. Votre corps, il envoie un rayonnement, invisible en fait, infrarouge, autour de lui. Si vous vous couchez le soir et que vous ne mettez pas de couette, vous allez perdre de la chaleur, vous aurez froid. Si vous mettez une couette, la couette, elle piège votre chaleur. Au bout d'un moment, c'est douillet, c'est l'effet de serre naturel. Mais si en permanence, on rajoute des couettes, on ne voit pas tout de suite l'effet. Mais au bout d'un moment, on sent que ça réchauffe, simplement parce que ça piège notre chaleur plus efficacement. Donc le principe de l'effet de serre sur Terre, c'est un peu similaire. On empêche une partie de la chaleur de la Terre de partir vers l'espace sous forme de rayonnement par ces composés qu'on ajoute dans l'atmosphère. Et des quantités, en fait, pas énormes, mais qui ont un effet spectaculaire. Et c'est un petit peu masqué par l'effet refroidissant de certaines particules de pollution qui ont un effet un peu parasol sur le climat. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On crée un déséquilibre, en fait, sur le climat. C'est-à-dire qu'il y a la quantité de chaleur du soleil qui arrive, elle chauffe les continents, elle chauffe les océans, mais par contre, le rayonnement de chaleur de la Terre et du bas de l'atmosphère, il part moins vers l'espace, et donc, on crée un réchauffement de l'air, là où on vit, on crée une accumulation de chaleur dans les océans. Ils en ont pris, en fait, plus de 90% de ce surplus de chaleur. Donc, les eaux de mer, elles se réchauffent, il y a plus de vagues de chaleur en mer, et comme les océans se réchauffent, ils gonflent. Ça contribue à la montée du niveau des mers. Et comme le gros de la chaleur est rentré dans les océans, on ne peut pas revenir en arrière, en fait. C'est pas possible de revenir au climat du 19e siècle ou d'il y a 30 ans. L'océan, il met 1000 ans à se mélanger, et donc ce surplus de chaleur, il va rester et être restitué par la suite, quoi qu'on fasse. 3% de l'énergie en plus, elle fait fondre les glaces. Les glaciers, vous le voyez, en fait. L'enneigement en moyenne montagne, la banquise près de l'Arctique, le Groenland, l'Antarctique, en fait, tout ça, c'est aussi, ça fond parce qu'on a rajouté de l'énergie dans le système. Et aujourd'hui, les glaces, les glaciers, le Groenland, l'Antarctique, c'est responsable d'une accélération de la montée du niveau des mers. Ça rajoute, en fait, en fondant de l'eau dans les océans. Alors, on me posait la question de l'effet des facteurs naturels, finalement, qui ont joué au 19e siècle, au 18e siècle. C'est essentiellement la fréquence des éruptions volcaniques. Et donc nous, en fait, on est capable de voir, même dans les évolutions récentes, là, depuis 1880, l'effet sur la température à la surface de la Terre, des petites variations, des cycles de 11 ans du Soleil, c'est tout petit, c'est moins de 0,1 degré. L'effet des éruptions volcaniques, et vous voyez qu'en fait, sur les derniers 50 ans, il y en avait un petit peu plus que la moyenne. S'il n'y avait eu que ça aurait fait un petit effet refroidissant sur le climat. Mais ce qui domine, en fait, c'est nos rejets de gaz à effet de serre, c'est la courbe en orange, où on piège de la chaleur, et c'est ça qui fait augmenter la température. Et notre meilleure estimation, c'est que sur le degré de réchauffement observé, c'est 100% dû aux activités humaines. On n'a pas d'autre explication, en fait, depuis la fin du 19e siècle. Alors, ce que je voulais aussi expliquer, c'est que quand le climat change, la météo change. Donc là, en France, par exemple, on a des élèves qui n'ont pas pu passer le brevet à la date prévue
parce qu'on a eu 3 jours très chauds qui ont atteint des records de température à plus de 45 degrés dans le sud de la France. Cette vague de chaleur-là, comme beaucoup d'autres, elle est rendue plus probable et plus intense parce que le climat se réchauffe. En fait, dans un climat donné, vous avez une certaine probabilité d'avoir les conditions moyennes, et puis plus rarement des événements froids, et plus rarement des événements chauds. Mais quand le climat en moyenne se réchauffe, il y a toujours de temps en temps des événements froids, mais ils arrivent moins souvent, ils sont moins intenses, et il y a de plus en plus d'événements chauds et des événements chauds nouveaux. Donc c'est ça en fait, hein, le climat qui change, c'est pas simplement les moyennes, c'est des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses partout en fait. Et donc c'est une augmentation de certains extrêmes. Donc par exemple, les pluies torrentielles, quand on a un orage très fort, elles ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Elles ne sont pas les mêmes parce que l'air, quand il est plus chaud, il peut contenir plus de vapeur d'eau. Donc la même tempête, elle n'aura pas les mêmes caractéristiques aujourd'hui que dans le passé, elle n'aura pas non plus les mêmes caractéristiques dans le futur. Donc c'est pour ça que c'est important le changement du climat, parce que dans certaines régions, ça va être plus de pluies torrentielles, lorsqu'on a un ouragan très intense, lorsqu'on a des épisodes cévenols dans le sud de la France. Pour la région méditerranéenne, c'est une baisse des pluies, donc une augmentation des sécheresses qui est déjà observée et qui va s'accentuer dans un climat qui continue à se réchauffer. C'est aussi la montée du niveau des mers avec les risques d'érosion pour le littoral ou parfois de submersion. Et on n'est pas égaux, en fait, par rapport aux conséquences de ce climat qui change. L'augmentation de ces caractéristiques, elle va toucher certaines régions plus que d'autres, bien sûr. Et en quoi est-ce qu'on peut jouer? En fait, les évolutions à venir, elles vont dépendre de ce qu'on va faire. Donc vous avez sur ce graphique-là, en fait, une barre, c'est une année. Et vous avez ce qui est observé, le réchauffement observé de 1 degré. Et vous avez cette espèce de fourchette par la suite. Parce qu'en fait, il y a plein de futurs possibles. Si dans le monde, on réduit massivement les rejets de gaz à effet de serre, alors ça continuera à se réchauffer quelques décennies, et puis ça se stabilisera à un niveau relativement bas, autour d'1,5 degré ou en dessous de 2 degrés. Si en fait les pays ne s'engagent pas plus que ce qui a été fait en 2015 dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, là on est parti sur plutôt 3 degrés de réchauffement à la fin de ce siècle, donc une intensification. Et puis si on continue à investir dans les énergies fossiles partout, si on continue avec la déforestation et toutes les autres activités qui rejettent beaucoup de gaz à effet de serre, on pourrait avoir 4 ou 5 degrés de plus d'ici à la fin de ce siècle. Mais vous voyez qu'à court terme, c'est assez similaire. Il va falloir faire avec. C'est ce qu'on ne peut pas éviter. Par contre, à long terme, donc quand nos enfants auront notre âge ou seront plus âgés, ce sera complètement différent en fait. Et c'est ça la question du changement climatique, c'est qu'est-ce que nous on est prêt à faire maintenant qui aura finalement des effets pour les générations qui sont aujourd'hui jeunes. Alors, je vais juste parler de risques, parce que je pense que je ne peux pas ne pas parler de risques. Plus le réchauffement sera important, plus on risque des pertes irréversibles de certains écosystèmes. Donc il y a des gens ici qui vivent dans les Outre-mer, qui connaissent directement les récifs de coraux. Les récifs de coraux, c'est un lieu de reproduction des poissons, c'est important pour la pêche. Ça amortit les vagues, les tempêtes sur la côte. Et puis c'est une attractivité touristique, ça soutient une partie de l'activité économique aussi. Ils sont déjà blanchis quand on a des vagues de chaleur. Beaucoup d'entre eux vont être touchés même pour un réchauffement d'1,5 degré et presque tous pour un réchauffement de 2 degrés. À 1,5 degré de réchauffement à la surface de la Terre, il n'y aurait plus de banquise à la fin de l'été près du pôle Nord, une année sur 100. À 2 degrés de réchauffement, c'est une année sur 3. Ça change tout en fait. Des opportunités pour le commerce, le trafic maritime, mais des risques pour les écosystèmes, des risques pour les sociétés locales. Et en fait, ça, on va le retrouver à beaucoup d'endroits. Des enjeux très importants de préservation de la biodiversité terrestre. Parce que quand les zones climatiques, elles se déplacent, les habitats, ils se réduisent pour certaines espèces. Et donc, pour conserver le vivant, il y a des enjeux de réduire les pressions locales, mais il y a des enjeux de limiter en fait l'ampleur du changement climatique. Et certaines activités humaines, elles sont en première ligne, comme l'agriculture. On le voit en France en ce moment. Donc il y a des enjeux sur les rendements agricoles qui risquent de diminuer, en particulier dans les régions tropicales, pour un réchauffement important. Donc des enjeux en fait de sécurité alimentaire, des enjeux majeurs. Et quand on fait ces analyses-là, on voit qu'en fait, en termes de risque, on a tout intérêt à contenir le réchauffement au niveau le plus bas possible. Vraiment tout intérêt. Parce qu'en particulier, on a des centaines de millions de personnes dans le monde qui sont fragiles, susceptibles de basculer dans la pauvreté, et qui vont en fait prendre de plein fouet des effets climatiques directs ou indirects
dans leur région. Donc les régions les plus exposées, c'est les petites îles, les terres basses, le littoral, les deltas, c'est l'Arctique, c'est les régions de montagne, où ça bouge en fait dans tous les sens, les écosystèmes, l'enneigement, les glaciers. C'est aussi tout le pourtour de la Méditerranée et beaucoup de régions tropicales. Et en fait, nous, on a un climat tempéré en France, mais on a pas mal de ces... en France métropolitaine, mais on a pas mal de ces caractéristiques-là chez nous aussi, en fait. Donc c'est un enjeu chez nous, mais c'est aussi un enjeu dans d'autres régions qui n'ont pas forcément les mêmes ressources, pas forcément les mêmes capacités à faire face. Alors je vais juste passer ça et dire, je vais revenir à la France. Donc chez nous, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, c'est 1,4 degré déjà de réchauffement, des vagues de chaleur plus fréquentes, très nettes, vous le voyez en fait dans votre quotidien. C'est une augmentation des pluies en moyenne plutôt au nord et plutôt une baisse au sud en métropole. Et puis une augmentation de l'intensité et de la fréquence des pluies extrêmes, les pluies de type Cévenol. On a vu aussi quelques épisodes d'ouragans très intenses, rares, dans les territoires d'outre-mer. Ça fait partie des choses qui risquent de s'accentuer, les plus intenses dans un climat qui se réchauffe. On a déjà une augmentation de l'intensité des sécheresses qui est observée. On a 27% du littoral en érosion. Ce n'est pas l'effet de la montée du niveau des mers, c'est aussi par nos actions locales. Mais l'enjeu de la montée du niveau des mers, c'est important. Si on réduit massivement les rejets de gaz à effet de serre, c'est quelques dizaines de centimètres en plus. Si on continue à les augmenter dans le monde entier, ça peut être jusqu'à 1,10 m d'ici à la fin de ce siècle et plusieurs mètres dans les siècles suivants. Donc c'est vraiment des risques différents. Il y a des enjeux pour, par exemple, le tourisme de montagne en hiver, avec une baisse de l'enneigement, un recul des glaciers. Et en France, en fait, il y a 2/3 de la population qui est exposée aux risques climatiques. C'est important, donc il y a un volet d'adaptation, de gestion de risque, qui fait partie de l'action qui est nécessaire. Et puis, à l'avenir, on s'attend à moins de jours de gel, plus de journées chaudes, un doublement des vagues de chaleur d'ici à 2050. Mais si le réchauffement est important au niveau planétaire, un été comme celui de 2003, qui était un record chaud, ce serait l'été moyen en fin de siècle. C'est ça les ordres de grandeur. Donc on a également des conséquences qui seront importantes pour l'eau, pour le risque d'incendie, pour pas mal d'aspects. Et donc je termine par ça en fait en disant, en France, on est aussi, nous, responsables d'une partie des émissions de gaz à effet de serre. Donc nos émissions aujourd'hui, c'est 6,6 tonnes, tout gaz à effet de serre équivalent par personne et par an sur ce qu'on fait en France. Ça a baissé d'à peu près 20% depuis 1990, donc c'est là où on en est. Mais depuis quelques années, ça stagne, ça baisse plus. Notre empreinte carbone, c'est pas que ça, c'est aussi ce qu'on achète ailleurs, ce qui est fait dans des usines qui utilisent du charbon, ce qui cause de la déforestation ailleurs. Et quand on prend en compte cet effet-là, c'est 11 tonnes par personne et par an et ça baisse pas. Donc il y a cette difficulté, cette particularité. Et en plus, en France, on est particulier parce que notre électricité, pour des raisons historiques, elle est sobre en carbone. C'est des choix qui ont été faits dans les années 70, en fait, pas pour le climat, pour autre chose, pour l'indépendance à l'époque. Et donc, nous, on est dans le dur, parce que ce n'est pas simplement l'État et quelques gros industriels sur des centrales électriques. La question de baisser les émissions de gaz à effet de serre, c'est le transport, chacun d'entre nous. C'est le bâtiment, le chauffage, chacun d'entre nous. C'est l'agriculture, l'alimentation. C'est aussi, en fait, très distribué. C'est un peu l'industrie, puis aussi un peu les déchets. Mais chez nous, vraiment, le gros, c'est transport, bâtiment et agriculture. Et donc, c'est des questions importantes, parce que si on y arrive en France à faire baisser les émissions dans ces secteurs-là, on sera aux avant-postes. Les autres sauront qu'on peut le faire, parce que les autres pays auront besoin de faire la même chose dans les années à venir. Alors nous, ce qu'on montre, en fait, quand on montre les trajectoires qui permettent de contenir le réchauffement climatique, c'est qu'on a besoin d'actions dans les grands systèmes énergétiques, gestion des terres, les villes, l'industrie, les infrastructures, la finance. Puis on a besoin d'agir aussi sur la demande. C'est-à-dire, si on veut tout le temps consommer plus, ça ne marchera pas. Donc il y a besoin des deux. Et donc c'est une question en fait d'innovation technologique. Oui, il y a des solutions nouvelles qui n'étaient pas disponibles il y a 15 ans. C'est une bonne nouvelle. C'est une question d'innovation sociale. Comment on fait ensemble? Comment on fait ensemble pour partager, par exemple, plutôt que d'acheter des choses tout le temps neuves? Et puis c'est aussi une question d'innovation frugale. Frugale, c'est important. Ça veut dire que ce soit accessible à tous, à ceux qui ont des petits revenus aussi. Et il y avait la mesure la plus importante à mettre en place. Alors, j'en ai une, ce n'est pas la plus importante, mais pour moi, c'est un point qui est vraiment fondamental. Et je vous explique. On dit aux gens, d'un côté, il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre. D'accord, on le dit, en fait. L'État le dit, pas mal de gens le disent. Et de l'autre côté, on est submergé de publicités qui poussent à faire l'inverse.
Et donc, ça crée une espèce de confusion. Les scientifiques, ils parlent de dissonance, on vous dit des choses contradictoires. Et donc, je pense que la question de la publicité, c'est aussi quelque chose d'important, voilà, à considérer. Et après, est-ce qu'on peut imiter des éruptions volcaniques pour manipuler le climat? Il y a certains qui le proposent. Donc de modifier délibérément le climat, ça pose un tas de questions. D'abord, on ne peut pas tout masquer, tous les effets des gaz à effet de serre. Même si on rajoute des particules pour imiter les éruptions volcaniques, les océans ils continueraient à s'acidifier. Quand on change le rayonnement solaire, par exemple, on peut détraquer les moussons, ce qui est très préoccupant pour un quart de la population mondiale. Et puis, moi j'appelle ça, enfin je vais essayer de dire ce que j'en pense. C'est un peu pour moi les soins palliatifs. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à agir sur la cause du problème, on essaie de masquer les symptômes tout en continuant à aggraver la cause du problème. Donc si on commence à jouer avec des options de ce type-là, on sera contraint de le faire tout le temps. Un peu comme les opioïdes, vous savez, quand vous avez des douleurs, si vous commencez à les prendre, vous devenez dépendant et vous ne pouvez plus vous en sortir. Et donc, de plein de points de vue éthiques, de plein de points de vue de ce qu'on laisse aux plus jeunes, je pense que c'est très préoccupant de vouloir déployer ce type d'options. En 92, c'était surtout les pays développés qui émettaient beaucoup. Les autres, on ne les voyait pas trop parce que les émissions par tête étaient faibles. Et entre-temps, de 92 à 2009-2010, eh bien, il y avait tous les autres pays qui avaient explosé. C'est normal, ils se développaient, ils utilisaient du pétrole de plus en plus de gaz, de plus en plus de charbon. Parce que, tout simplement, jusqu'ici et depuis le 19e siècle, le développement économique, c'est égal, on consomme plus d'énergie fossile. On consomme plus d'énergie, et comme on ne sait pas faire autrement, largement, on consomme plus d'énergie fossile. Et du coup, c'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui. C'est parce qu'on commence tard. On commence à se mettre au travail sérieusement tard. Mais c'est vrai qu'en 2015, on s'est mis d'accord sur le fait que tous les pays devaient, en 2020, et il y avait un premier round en 2015, préparer des contributions, donc des plans climat, donc pas une mesure, mais une série de mesures qui permettaient de respecter des objectifs. On s'est mis d'accord sur les objectifs, et ces objectifs, c'est limiter les températures en dessous de 2 degrés, et si possible, à 1,5 degré. Et ça voulait dire, en gros, diminuer de moitié les émissions mondiales assez rapidement, autour de 2050 ou avant, et puis après les descendre jusqu'à 0 émissions nettes après. Mais du coup, tous les pays doivent proposer l'année prochaine des contributions nationales, donc des plans climat, cet ensemble de mesures, et la France et l'Europe aussi, qui soient plus cohérentes avec l'objectif de température sur lequel on s'est mis d'accord, c'est-à-dire au moins en dessous de 2 degrés. Comme l'a dit Valérie, pour l'instant, ce qui était le premier round quand on ne se connaissait pas encore et qu'on ne savait pas très bien quel accord on avait, ça, effectivement, on est au-dessus, autour de 3 ou au-dessus de 3. Donc l'année prochaine, très important, il faut que l'Europe et donc la France aient un plan qui soit cohérent avec cette histoire de en dessous de 2 degrés ou 1,5. Et c'est pour ça que vous entendez dire aujourd'hui qu'un certain nombre de pays, au plan notamment européen, et la France elle-même, disent on veut être à émissions net zéro en 2050. Alors, vous savez, si on continue, si on vit comme en France, il nous faut 2 planètes 7 pour tous les habitants. Bon, on ne l'a pas. Enfin, je sais bien que l'inventeur de Tesla veut faire quelque chose sur Mars. Bon, ça va être loin, on ne va pas pouvoir tous y aller. Donc, bon, ça, c'est vrai, c'est pas possible, c'est pas gérable. Et on voit que ces émissions françaises, là, les 11 tonnes, elles sont vraiment bien réparties selon le transport, le logement, le bâtiment. Et donc, il y a une grosse partie quand même de notre consommation quotidienne. Hein. Donc là aussi, il y a beaucoup à faire. Et juste peut-être vous dire que, au fond, et il y a une question qui m'a beaucoup intéressée en disant quand même, localement, on arrive à s'entendre, on arrive à innover. C'est vrai, c'est vrai. C'est plus que vrai. D'ailleurs, un des résultats de cette convention, c'est aussi de montrer à quelles conditions on peut y arriver à déployer ces innovations qui sont un peu partout dans la société. Entre les pays aussi, mais il y a un problème de confiance, il y a un problème de regarder les obstacles qui empêchent de le faire. Et la plupart des pays, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas aussi ambitieux? Pourquoi est-ce que la France, l'Europe et encore plus d'autres pays comme la Chine font des propositions mais pas à la hauteur? C'est parce qu'ils ne savent pas si les autres vont le faire.
Et du coup, on attend que l'autre le fasse. Mais ça, c'est une dynamique catastrophique. Parce que si on attend que l'autre le fasse, eh bien, il ne se passera rien. C'est pour ça que, même si la France, c'est pas beaucoup des émissions mondiales, même si l'Europe, c'est pas beaucoup des émissions mondiales, si nous, on dit on ne fait pas parce qu'on attend que la Chine le fasse, c'est juste la course à la catastrophe. Il faut se donner une direction à long terme pour savoir comment on va y aller. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de choix entre urgence humaine et écologique, parce que malheureusement, comme l'a décrit Valérie, on ne peut pas lutter contre la pauvreté, on ne peut pas avoir accès à l'eau, on ne peut pas lutter contre les grandes pandémies, on ne peut pas lutter contre la malnutrition qui réaugmente malheureusement depuis quelques années alors qu'elle avait commencé à baisser, si on ne règle pas le problème du changement climatique. Et ça va aller de pire en pire. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de choix. Au contraire, il faut faire les deux ensemble.